Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode. Il n'y a peut-être pas de Formule 1 pour le mois d'avril, mais ça ne nous empêche pas de faire du contenu. Et pour l'occasion, cet épisode va être un peu plus sérieux parce qu'on va parler de l'annulation des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. La raison pour laquelle on n'a pas de Formule 1 pour le mois d'avril. Prochaine épreuve étant celle à Miami du 1er au 3 mai exactement. Et pour parler de ça, je ne suis pas seul. Il va y avoir Julien Légaré-Turcotte, un des modérateurs et cofondateurs du groupe Facebook La Monoplace qui va se joindre à nous. Mais j'ai le grand honneur de recevoir un homme qui a une bonne popularité sur TikTok au Québec et que j'aime beaucoup suivre sur cette plateforme. Il s'agit de Malik Shabazz. Bonjour Malik. Bonjour Monsieur Abdou, comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Ça va très très bien, merci. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est réciproque. Je suis même très honoré, comme je l'ai dit, d'avoir de ta présence aujourd'hui. Et surtout, un grand merci à Julien pour la connexion en plus. Donc, Malik, peux-tu nous te présenter à notre auditoire, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, Malik Shabazz, c'est mon pseudo par lequel je me présente sur TikTok. Je suis devenu, malgré moi, une personnalité sur TikTok avec à peu près 61 000 followers présentement. J'ai commencé il y a 1 an et j'ai une vidéo virale de moi qui a commencé le lendemain là, de Trump qui a décrété les tarifs contre le Canada et j'étais pris à la frontière. J'ai fait une vidéo pour protester d'une certaine manière, là, pour ventiler ma frustration. Cette vidéo-là est devenue virale et puis par la suite, j'ai jamais look back comme on dit en anglais. J'ai continué à faire de l'analyse politique et de l'analyse économique et je me suis bâti un beau following. Mais dans la vraie vie, je suis également un homme d'affaires. J'ai une entreprise là, de distribution de produits de manutention électrique. Et puis, lorsque le temps me le permet, là, je fais des breakdowns sur ce qui se passe là au niveau de la géopolitique. Donc, c'est ce qui m'emmène là aujourd'hui. Tu me mentionnais Julien. Julien, c'est un ami, c'est un follower de longue date. Et de fil en aiguille, j'ai toujours apprécié son intellect, son background juridique également. J'ai eu des discussions avec lui à plusieurs reprises suivant mes publications. Et je me retrouve ici aujourd'hui grâce à ce contact. Et aussi, ce que je ne savais pas, en fait, c'est que tu es un fan de Formule 1. Je suis la Formule 1. Je ne suis pas un fan comme vous. Vous êtes vraiment des cerveaux en la matière. J'ai commencé à suivre la Formule 1 dans le temps de, bien sûr, comme la majorité des Québécois, Jacques Villeneuve, à l'époque. Bien sûr, avec sa grande rivalité avec Michael Schumacher, lorsqu'il était sous les couleurs de Benetton. Et puis, à partir de là, j'ai suivi jusqu'à la fin de la carrière de Jacques Villeneuve. Et c'est récemment que j'ai recommencé à m'intéresser à cause de Verstappen, qui est mon pilote préféré. Mais je suis un fan de sport avant tout. Donc, naturellement, étant au Canada, je suis beaucoup le hockey. Je suis un fan de foot également. Donc, récemment, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde qui s'en vient, la Champions League, etc. Et de la NFL, avant tout. Oh, donc, et tu es un fan de quelle équipe de la NFL? Je suis un long-time fan des Steelers de Pittsburgh, depuis l'époque de... Ah ouais? Ouais, je suis un grand fan des Steelers aussi. Écoute, moi, ça remonte à longtemps. C'est depuis l'époque du corps arrière, Cordell Stewart, porteur de ballon, Jerome Bettis, de Boss. Alors, ça fait longtemps que je supporte les Steelers de Pittsburgh. Et puis, quelques Super Bowls plus tard, on les supporte toujours. Exactement. Et moi, c'est depuis, étonnamment, indirectement, la victoire des Steelers contre les Seahawks. Disons, pas accidentellement, mais c'est grâce à Jean-Philippe Darche, le frère de Mathieu d'ailleurs, qui est dans les nouvelles pour d'autres raisons que... Tu sais, on salue Patrick Roy en passant, mais...
Oui, c'est indirectement grâce à Jean-Philippe Darche que je suis devenu un fan des Steelers. Et Jean-Philippe Darche qui s'est rendu au Super Bowl avec les Seahawks. Mais ouais, donc c'est ça. Donc on est donc vous avez deux grands fans des Steelers à l'écoute. Et puis on parlait de la Coupe d'Afrique. Ben ça tombe bien parce qu'on va en parler un petit peu de cette Coupe d'Afrique s'il nous reste du temps. Puis je porte mon chandail du Sénégal qui est le même qui a été porté le 18 janvier 2026. Mais bon, on va revenir sur la Formule 1 puis des choses un peu plus sérieuses parce qu'on va toucher l'aspect sportif, extra-sportif même. Donc, je vous remets un peu dans le contexte. Le mois dernier, le Grand Prix a été annulé en raison des attaques, de l'attaque conjointe entre les États-Unis et l'Israël sur l'Iran et qui a causé, désolé le terme anglais, des retaliations sur des bases un peu partout dans le Moyen-Orient, dont le Bahreïn. Les missiles qui ont frappé l'Iran ont d'abord frappé à plusieurs endroits dans le pays, donc dans des écoles qui ont des jeunes filles, des enfants, et aussi le chef suprême Ali Khamenei. Et dès les premières heures suivant l'attaque en Iran, il y a eu toutes sortes de doutes concernant la tenue de certains événements sportifs, mais principalement automobiles aussi d'ici les semaines suivantes. Ça a commencé d'abord avec des reports. Au championnat du monde d'endurance, qui comprend évidemment les 24 heures du Mans, la première course de la saison qui devait avoir lieu au Qatar a été reportée en octobre et la saison va commencer d'ici peu à Imola. Le Grand Prix du Qatar, qui devait avoir lieu la même fin de semaine que le Grand Prix, en fait, en MotoGP, qui devait avoir lieu le même week-end que le Grand Prix de Bahreïn, a été reporté en novembre. Et évidemment, ici en Formule 1, les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite ont été annulés, en fait. Donc, Malik, dans ces situations, c'était la chose à faire de juste mettre le sport de côté. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Je veux dire, ces pays-là ont été frappés par des cibles iraniennes en guise de représailles là, pour avoir permis le décollage ou l'installation de certains équipements militaires américains dans cette région-là. Alors, je pense que ça venait sans trop de surprise, mais je crois que c'est pas fini les cancellations, parce qu'au fur et à mesure que ce conflit-là va perdurer, attendez-vous de voir d'autres grands prix comme celui du Qatar, comme celui de Abu Dhabi, également être annulé éventuellement. On pourrait revenir là, sur la condition économique de chacun de ces pays-là, là, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Il faudrait peut-être même regarder au niveau du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je veux dire, l'Azerbaïdjan partage une frontière avec l'Iran. C'est une frontière d'à peu près, je pense, 800 kilomètres. Et la ville de Bakou, où se tient justement ce Grand Prix-là, est à peu près à 750 kilomètres là, de Téhéran. Alors, pour vous donner une idée, là, 750 kilomètres, c'est Montréal-Rouyn-Noranda. Donc, c'est pas comme si c'était une distance éternelle. Et en plus, Bakou, c'est environ 3h30 là, de la frontière iranienne. Ouais. Alors, c'est sûr et certain. Puis d'ailleurs, on a vu au mois de mars, il y a eu des attaques de drones dans un aéroport en Azerbaïdjan. Le premier ministre de l'Azerbaïdjan a d'ailleurs blâmé l'Iran. L'Iran a nié ces attaques-là là, par drone. Ils les ont blâmés sur ce qu'on appelle une false flag d'Israël. Alors, écoutez, l'Azerbaïdjan, c'est une cible. Ça ne m'étonnerait pas de voir cette course-là également annulée. Et je pense que ça va être une évidence pour Abu Dhabi et le Qatar également. Ouais. Et en plus de ça, Azerbaïdjan, c'est en septembre. Donc, entre-temps, l'organisation du Grand Prix d'Azerbaïdjan et du circuit urbain, on doit déjà commencer à préparer les installations pour le Grand Prix en plus. Donc, septembre, ça arrive quand même assez rapidement avec la préparation. Donc, la Formule 1 a quand même été proactive en ce sens. Puis,
Dans le passé, elle a souvent été blâmée pour son, m'excuse le terme, manque de couilles sur tout ce qui est aspect droit humain, puis ça l'a encore. Mais là-dessus, il fallait réagir parce que je lisais ça, le Bahreïn est sévèrement touché. Il y a eu une attaque de Crown Plaza à Jufaïr, là où justement le personnel de la F1 se réside. Une raffinerie Babco a pris feu. Il y a eu une 50aine de drones et missiles interceptés. Et surtout, l'aéroport international de Bahreïn a dû suspendre tous les vols. Il n'y a pas d'avion Gulf Air, qui est d'ailleurs le commanditaire du Grand Prix de Bahreïn, qui n'est pas disponible pour une période indéterminée. Donc, c'est sûr et certain, à moins que la situation se porte mieux, déjà là, on peut oublier 2026 pour le Bahreïn. Peut-être même après. Tu sais, c'est pas juste, tu as mentionné les frappes sur les installations du Bahreïn. La réalité, c'est que l'économie du Bahreïn risque de prendre des années à s'en remettre. Tu sais, le Bahreïn, c'est un pays qui est très méconnu des gens. Si vous vous donnez une idée, c'est à peu près la grosseur de la ville de New York. OK? Et c'est une île. C'est une île qui n'a pas de frontière avec aucun autre pays, mais qui est reliée avec un pont à l'Arabie Saoudite. Alors, initialement, l'Iran ne frappait que des bases militaires au Bahreïn, mais au fur et à mesure que ce conflit-là a perduré dans le temps, ils ont commencé à frapper des cibles. Tu les as mentionnées, entre autres, un data center au Bahreïn qui appartient à Amazon. Alors ça, économiquement, ça fait très mal. Au niveau de leur démographie, c'est un pays qui est très particulier. 70% de leur population, ce sont des musulmans chiites, mais ils sont dominés par un gouvernement sunnite. Les sunnites qui représentent à peu près 30% de la population. Alors, il y a énormément de protestations là-bas. On en a vu une, d'ailleurs, récemment, là, suivant la torture, en fait, de l'activiste Mohamed Al-Moussaoui par le gouvernement. Et alors, les chiites, et c'est ça qui est fascinant là-dedans, les chiites, bien sûr, supportent le gouvernement iranien. Right? Alors ça crée des dissensions à l'interne. Il y en a plusieurs qui supportent l'Iran. Et ils ont l'impression, les chiites à l'intérieur du Bahreïn, qu'ils ne sont pas traités de manière égale par le gouvernement sunnite. Alors, au-delà de ça, leur économie va mal parce que, tu sais, quand on analyse la situation du détroit d'Ormuz, on pense très souvent au matériel qui est incapable de quitter vers les autres pays et de traverser les détroits d'Ormuz, mais il faut également penser que ça s'applique également à tous les biens qui rentrent à travers le détroit d'Ormuz pour aller approvisionner ces pays-là. Le Bahreïn étant une île, naturellement, ils dépendent grandement sur les importations. Alors, la fermeture du détroit d'Ormuz les perturbe grandement. Ils sont incapables présentement de nourrir leur population. Et finalement, leur population, c'est un petit peu particulier parce que la moitié de leur population est née à l'étranger. Alors, quand tu n'as pas la citoyenneté, c'est quoi le premier réflexe que tu fais en temps de guerre? Ben, tu cherches à quitter le pays et prendre tes investissements et aller ailleurs. Alors, pour tout ça, on aura la chance de se parler des cas là, du Qatar et des Émirats arabes unis qui sont encore pires en termes là, de population qui ne vient pas de là. Mais pour cette raison-là, l'économie du Bahreïn va être touchée pendant des années à venir. Ouais, puis en plus, je pense que, et même là, il va falloir mettre tout ce qui est événement de n'importe quelle sorte de côté pour un moment, parce que non seulement il y a le fait que les gens veulent quitter pour éviter d'autres frappes au cas où ça arrive, mais il y en a eu, parce que dans le district de Sif, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Donc, on ne sait pas encore avec le président Trump qui, justement, au moment d'enregistrer, continue de parler de la guerre en Iran. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer et on ne donnera pas de timeline, mais ça ne va pas, d'après moi, c'est loin de se terminer comme ça, là. Ça va prendre énormément de temps. Il n'y a absolument rien qui nous permet de croire que nous sommes proches d'une conclusion de cette guerre-là.
Ouais. Les États-Unis n'ont pas réussi à remplir leurs objectifs militaires et stratégiques jusqu'à maintenant. Je veux dire, le régime est toujours en place. Je veux dire, si on croit bien sûr sur parole quelles étaient leurs intentions en rentrant dans cette guerre-là, ils ont essentiellement remplacé Ali Khamenei, qui est un dirigeant qui avait 86 ans, qui était très modéré, qui avait émis une fatwa contre l'utilisation de l'arme nucléaire. Ils l'ont tué, ils l'ont remplacé par son fils, qui est Mojtaba Khamenei, qui est beaucoup plus radical, selon les rapports, et qui, je veux dire, au niveau humain, va chercher à venger la mort de son père, de sa mère, de son frère, de sa fille, entre autres. Plusieurs membres de sa famille ont été tués par ces frappes-là, et qui est beaucoup plus radical dans son approche. Alors, le régime est toujours en place. Le détroit d'Ormuz n'est pas sécurisé. On dit comme quoi on a éliminé la menace nucléaire, mais n'oubliez pas que la menace nucléaire, elle est avant tout à travers le savoir. Les installations, on est capable de les remplacer, mais le savoir reste. Alors, du moment que tu as le savoir à l'intérieur d'un pays pour la fabrication d'une arme nucléaire, la menace n'est pas éradiquée. On mentionne comme quoi leur capacité au niveau des missiles a été éliminée, mais ils viennent récemment d'abattre 2 avions américains qui valent en tout 200 millions. Alors, non, je pense qu'on s'enlise vers une guerre sur le long terme, surtout qu'on parle ouvertement là, de la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Si ça arrive, on parle du nouveau Vietnam. Je veux dire, je sais pas si vous avez vu un petit peu là, le relief de l'Iran. Non seulement c'est un pays qui est immense en termes de superficie, mais le relief rappelle beaucoup celui de l'Afghanistan. C'est des régions montagneuses, c'est des zones qui sont froides. Alors, ça risque d'être un cauchemar pour l'armée américaine. Alors, pour toutes ces raisons-là, je ne vois pas comment est-ce que on peut anticiper là, une fin au niveau de cette guerre-là. Ouais. Puis en plus, pour même parler de l'aspect de Formule 1, le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne a déconseillé n'importe quel voyage en Arabie Saoudite, au Koweït, tout simplement. En plus, déconseille fortement les voyages essentiels justement au Bahreïn, au Qatar et en Émirats arabes unis. Et ça tombe mal pour la Formule 1 parce que non seulement il y a déjà des installations, des équipements qui sont au Bahreïn parce que ils ont testé au cours du mois de février pour les essais pré-saison. Et en plus, ils ont gardé ils ont gardé des installations justement pour le Grand Prix de Bahreïn. Et il y a eu, au moment des attaques, justement, il y a eu des essais de pneus Pirelli qui ont été annulés. Et un des pilotes, Frédéric Vesti, qui est réservé chez Mercedes, qui a dû prendre un long détour pour arriver en Australie pour le premier Grand Prix de la saison. Et même là, parce que depuis 2022, les Grands Prix d'Arabie Saoudite et de Bahreïn sont jumelés. Donc, un ne vient pas sans l'autre, justement à cause de la proximité géographique. Mais, je sais pas, il y en a qui disent qu'en Arabie Saoudite, c'est moins pire qu'au Bahreïn, peut-être. Mais, question de logistique, c'est clair que si tu annules un Grand Prix, c'est carrément difficile. Le cas de l'Arabie Saoudite est différent. C'est un des pays qui a été les moins touchés par cette guerre-là, contrairement au Bahreïn, Qatar et les Émirats arabes unis. Si tu veux, là, je viens de te parler du cas du Bahreïn, je peux également te parler du cas des Émirats arabes unis et du Qatar. Oui. Donc, c'est sûr que l'économie de l'Arabie Saoudite n'est pas la même que ceux de ces pays-là. Leur territoire n'est pas le même. Leur population n'est pas le même. Leur réalité économique n'est pas le même. Moi, je pense que les 3 pays qui sont vraiment, vraiment touchés, secoués par cette guerre-là, c'est vraiment... Et là, je parle vraiment là, quand on parle de ceux dont il y a un lien avec le Grand Prix, là, c'est vraiment le Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis. Ça, c'est des pays qui vont prendre des années à s'en remettre. Le pire là-dedans, je pense que c'est les Émirats arabes unis. On vient de parler du cas du Bahreïn. Pour ce qui est des Émirats arabes unis, je veux dire, c'est une catastrophe. C'est un pays qui a été frappé massivement, entre autres parce que ils sont à proximité de l'Iran. C'est également un allié d'Israël.
Alors, c'est une cible favorite pour le gouvernement iranien. On parle, selon certains experts, d'une contraction de leur économie de 3 à 5%. C'est immense. Je veux dire, on est dans on parle là, peut-être d'un collapse qui est équivalent de la Grande Dépression ici aux États-Unis à l'époque. Oh my God. Vous allez rien qu'aller voir, comme vous pouvez aller voir Haïti, qui est un des pays qui se porte le moins bien au monde. Ils ont eu une contraction de 3,5% de leur économie. Alors, lorsqu'on parle d'une réduction de ton économie de 3 à 5%, c'est absolument catastrophique. Et puis, je veux dire, ça se reflète à travers la bourse. La bourse d'Abu Dhabi, elle a été réduite, elle a perdu à peu près le quart de sa valeur en actifs suggestions. C'est 120 milliards qui se sont volatilisés. Et lorsqu'on explique ça, c'est simple. Le domaine de l'aviation est important aux Émirats arabes unis. C'est à peu près 20% de leur économie. L'aéroport de Dubaï, je ne sais pas si c'est le plus gros hub au monde. C'est toujours une course à trois là, entre Hartsfield-Jackson à Atlanta, Heathrow à Londres et bien sûr celui de Dubaï. Mais c'est 27 000 vols annulés en 30 jours. Alors ça, là, quand vous faites la moyenne, c'est un peu moins que 1000 vols par jour d'annulés depuis le dernier mois. Pour vous donner une idée, là, le record à Montréal de vols annulés en une journée, c'est 270 vols. Ça a été en 2012, suite à une immense tempête de neige. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, on parle d'une moyenne d'à peu près de 900 vols annulés par jour. Et considérant que l'aviation, c'est à peu près 20% de leur économie, ça vient les toucher. Et là, on se transporte à l'immobilier. Les ventes immobilières ont été réduites de moitié depuis le début de cette guerre-là. Et là, bien sûr, on parle même pas de la production pétrolière et gazière. C'est à peu près le tiers de leur économie. Alors, lorsque tu réduis de moitié ta production, ça fait mal. Surtout que la plus grande centrale dans la région, la centrale de Habshen, c'est la plus grosse. Elle vient d'être frappée il y a quelques jours. Alors, ça va être encore pire. Donc, le gaz et le pétrole, c'est 60% de leurs revenus au gouvernement. Donc, tu ne pourras pas financer tes programmes sociaux comme avant. Et ils ont le même problème en termes de population. La majorité de leur population, elle vient de l'étranger. Alors, tu as un exode massif des investisseurs. Seulement, tu as mentionné tantôt les Britanniques. C'est 255 000 Britanniques que l'Angleterre se propose là, d'accueillir parce que 80% de leur population vient de l'étranger. Alors, non, leur économie ne va pas très bien. Si tu veux, je peux te parler également du cas du Qatar, qui est tout aussi pire, là, à mon avis. Le Qatar, c'est également un des pays les plus frappés depuis le début de cette guerre-là. L'Iran a attaqué leur centrale de Ras Laffan. Ça, là, pour vous donner une idée, c'est 1/5 du gaz liquéfié à travers le monde. Donc, on estime les dommages à environ 20 milliards de dollars. Ça va prendre des années à reconstruire. Donc, ça vient toucher leur économie dans le sens qu'ils ne sont pas capables de faire les mêmes recettes qu'avant. La fermeture du détroit d'Ormuz fait en sorte qu'ils ont de la difficulté à s'approvisionner. Et n'oubliez pas que le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est pas les meilleures relations, parce que la seule façon pour eux autres de s'approvisionner, s'ils ne sont pas capables de se ravitailler via le détroit d'Ormuz, c'est à travers l'Arabie Saoudite. Mais la distance entre Riyad et Doha, c'est à peu près 5 heures de route et tu as seulement 2 accès qui relient les frontières de ces deux pays-là. Il y a déjà eu un blocus de l'Arabie Saoudite face au Qatar parce que les relations diplomatiques ne vont pas bon train. Puis même chose avec la population. Tu vas avoir un exode massif des gens parce que 88% des gens qui habitent au Qatar viennent de l'étranger. Ouais. Alors, non, comme on dit en anglais, it's a shit show. Non, carrément même. Puis, je pensais à ça en même temps. Tu parlais de l'aéroport de Dubaï. Il y a aussi je suppose aussi leur compagnie aérienne Etihad. Parce que oui, si Bahreïn a Gulf Air qui carrément a suspendu. Etihad, je pense, est moins touché que Gulf Air, mais c'est quand même une compagnie émirati. Donc, je sais pas, eux, comment dans tout ça ils font, surtout que je pense que leurs opérations se trouvent aux Émirats arabes unis principalement. Leur aéroport a été frappé. Et c'est pour ça qu'on voit autant de cancellations. Et lorsqu'on parle des deux compagnies majeures dans la région d'aviation, c'est Fly Emirates et c'est Etihad. Les deux appartiennent à des intérêts émiratis. J'ai vu un article
au tout début de ces conflits-là, à l'effet qu'ils ont transféré une grosse partie de leur flotte au Maroc. Je n'ai pas vérifié les développements depuis, mais c'est sûr que je veux dire, au moment où on se parle, les gens ne peuvent plus voler, c'est-à-dire arriver aux Émirats arabes unis ou quitter les Émirats arabes unis. Considérant que le tourisme, c'est 15% de leur économie, je veux dire, écoute, là, je viens de parler de l'aviation, c'est 20% de leur économie. Le tourisme, c'est un autre 15%. Le tourisme est complètement terminé. L'immobilier, je ne sais pas c'est quel pourcentage de leur économie, mais les ventes immobilières ont été réduites de moitié. Et 33% de leur économie, c'est la production pétrolière et gazière. Alors, tout ça, tous ces secteurs-là ont été massivement touchés. Non, c'est pas un pays qui est prêt à s'en remettre. Ah oui. Puis, en plus, bon, sur l'aspect financier de la chose, par exemple, les annulations de Grand Prix, parce que si ça continue comme ça, puis ça risque malheureusement d'arriver, ben, Qatar et Abu Dhabi vont sauter. Mais pour Arabie Saoudite et Bahreïn, on parle de pertes financières pour la Formule 1 d'environ 190 à 200 millions de dollars. Mais dans tout ça, les Bahreïn, Qatar, Azerbaïdjan, Abu Dhabi, ce sont des pays qui payent le plus à la Formule 1 pour accueillir des Grands Prix actuellement dans le calendrier actuel. Et à eux seuls, c'est à peu près, on parle de frais d'accueil d'environ 250 millions de dollars. Arabie Saoudite et Qatar, eux, ils payent par année 115 millions. Bahreïn, c'est 45 à peu près. Azerbaïdjan, c'est 57 millions. Et Abu Dhabi, c'est 42. Et juste pour vous donner une idée, le Grand Prix de Grande-Bretagne paye à la Formule 1 un estimé de 25 millions par année. Donc, ne pas avoir ces Grands Prix du côté financier, évidemment, c'est le nerf de la guerre, malheureusement, dans tout ça. Ben, ça fait mal pour le sport. Et quand on sait aussi qu'il y a eu, et ça va nous permettre justement de parler de l'aspect géopolitique, mais l'aspect de sports washing avec tous les droits, les droits humains dans ces pays, ben, ce sont malheureusement ces pays qui payent le plus pour avoir de la Formule 1 et même d'autres événements sportifs. Tu as mis le doigt là-dessus. Alors, le sports washing, ça marche lorsque tu as les recettes qui font en sorte que tu es capable de dépenser sans compter. Je veux dire, il y a personne qui va me faire croire que la présentation de la Coupe du Monde au Qatar a été profitable. Il y a personne qui va me faire croire que de payer Cristiano Ronaldo autant d'argent en Arabie Saoudite, ça a été profitable. Il y a personne qui va me faire croire que le Live Golf Course ou la présentation de la Formule 1 là-bas, c'est profitable. Non, c'est une manière pour eux autres de redorer leur blason. C'est du sports washing. Alors, lorsque tu ne fais plus les recettes que tu faisais avant, lorsque tu es en temps de guerre, tu as mentionné tantôt le chiffre de 190 millions. Je pense qu'on a lu le même article là, sur Forbes. C'est 80 millions en ce qu'on appelle en EBITDA, Earnings Before Investment, Taxes, Depreciation, Amortization. Alors, ça, c'est beaucoup d'argent que la Formule 1 perd, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, à mon avis, on n'a même pas encore vu le début parce que c'est 5 courses qui risquent de sauter. Alors, on a mentionné le cas là, du Bahreïn, de l'Arabie Saoudite. Azerbaïdjan m'étonnerait beaucoup qu'il le présente. Qatar, Abu Dhabi, c'est sûr, à mon avis, qu'il ne le présente pas. C'est 5 courses sur un calendrier de 27 courses, c'est ça? 24 à peu près. Bon, maintenant 22 avec l'annulation. 22. Ouais. Alors, si tu enlèves 5 courses, donc 22, donc plus 5, initialement, c'est 27, c'est bien ça? Ouais, on va dire exact. Ouais. Alors, c'est 24. moins que 20% du calendrier qui saute. Donc, tu vas avoir, je pense que il va y avoir des courses où est-ce que tu vas avoir un gap de 4 à 5 semaines entre certaines courses. Là. Ouais. Puis, même à ça, justement, la Formule 1 pour remplacer, parce qu'ils voulaient garder le calendrier de 24 courses pour essayer de balancer les recettes financières et éponger un peu les pertes. Ben, pour remplacer
les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. Ils avaient pensé aller au Portugal, au circuit de Portimao, qui va d'ailleurs retourner au calendrier à partir de la saison prochaine. Imola, évidemment, qui a accueilli le Grand Prix de Saint-Marin et d'Émilie-Romagne très récemment. La Turquie avec Istanbul. Et même organisé un deuxième Grand Prix à Suzuka, juste après le Grand Prix du Japon. Mais bon, évidemment, ils auraient demandé des frais d'accueil, certes minimales, mais le temps, c'était juste une question de temps. D'ailleurs, Imola, je pense, aurait simplement dit non parce que eux, ils accueillent déjà les courses d'endurance. D'ailleurs, la première épreuve de la saison, le 19 avril, fait que le circuit ne serait même pas disponible. Donc, et surtout, ça aurait été difficile d'organiser ces épreuves à court terme, puis ensuite aller à Miami et Montréal au mois de mai. Donc, c'est impossible avec tout le matériel de ce grand cirque, justement, trouver une solution de rechange. Donc, la Formule 1 est prise avec 2 courses de moins. Mais là, ou devrais-je dire, avec la guerre qui continue et les impacts qu'ils vont avoir sur les pays impliqués dans le Moyen-Orient, ben, il va falloir que la Formule 1 trouve déjà des plans de rechange. Dans cette économie-là, ça va être très difficile, surtout lorsque tu as des pays qui étaient prêts à payer une prime justement pour le sports washing. Je sais pas ce que leur contrat dit, puis il y a sûrement une clause de force majeure, considérant qu'ils sont dans une région où est-ce que il y a énormément de conflits. Alors c'est sûr qu'ils n'auront pas ces redevances-là. Et je veux bien croire que tu vas au Portugal. Le Portugal ne va pas te donner un chèque de 100 millions de dollars pour pouvoir présenter cette course-là. C'est impossible. Alors, c'est sûr que la Formule 1 prend un hit. De l'autre côté, j'ai une question à te poser. Peut-être que tu peux m'aider à répondre, Abdou. Normalement, le matériel est transporté par bateau ou par avion? Mettons les voitures, etc. Les Grands Prix. Généralement, sont transportés par avion, donc dans des grosses cargaisons, mais parfois, il y en a qui sont aussi envoyés par bateau, surtout dépendamment des Grands Prix. Par exemple, je pense... peut-être je vais me tromper, mais Miami, Montréal, la plupart sont envoyés par bateau, mais des mois en avant, surtout pour Miami, vu que c'est tellement long. C'est tellement long. Donc, ce sont principalement ces 2 pour des courses transatlantiques ou dans d'autres continents. J'ai le goût de regarder une carte des UAE pour voir les pays... avoisinant, mais tu sais, admettons qu'on parle même d'envoyer des choses en avion, là, considérant que tu peux pas les envoyer par avion à Dubaï, parce que je t'ai parlé de l'état de l'aéroport, ça te laisse seulement Oman, à Muscat. Mais sauf que c'est très montagneux entre Muscat et Dubaï. Alors, c'est pas comme si tu allais pouvoir transporter facilement là, la cargaison. Je vois pas comment il pourrait présenter, si la guerre perdure, bien sûr, je ne vois pas comment il présenter ce Grand Prix-là. Exact. Donc, moi, je pense que d'ici là, si ça perdure, il va falloir commencer à penser à ce que les courses, déjà Azerbaïdjan, Qatar et Abu Dhabi sortent. Surtout que Qatar et Abu Dhabi, ce sont 2 épreuves qui vont être disputées une après l'autre. Fait que, comme le cas de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, ça va être les 2 qui vont sauter. Peu importe à quel point un est moins pire que l'autre, qui a été frappé le moins en fait. Les 2 risquent de sauter si ça continue. Azerbaïdjan, côté surtout frontière, très compliqué. Ouais, en effet, ça va être fascinant à voir. Puis maintenant, au niveau de la course, à ton avis, qui s'avantage le fait que le Grand Prix du Bahreïn a sauté? Actuellement, je pense que côté pilote, Max Verstappen, parce que là, ça lui permet de se préparer pour les 24 heures du Nürburgring au mois de mai, qui a lieu une semaine avant le Grand Prix du Canada. D'ailleurs, il y a 3 courses...
préparatifs pour les 24 heures du Nürburgring. Lance Stroll va participer à une épreuve de GT3 à Paul Ricard. Bon, enfin, si c'est pour ceux et celles que ça intéresse. Mais pour les équipes Aston Martin, McLaren, surtout Red Bull, qui vont pouvoir travailler sur la voiture parce que c'est pas une pause comme la pause estivale au mois d'août. C'est juste qu'il n'y a pas de Grand Prix, donc ils vont en profiter pour travailler sur la voiture et essayer d'améliorer. Donc, je pense que pour ces écuries, ça va être ceux et celles qui vont en profiter le plus pour justement travailler sur la voiture. J'aurais pas pensé que tu m'aurais nommé Max Verstappen parce que de mémoire, Max Verstappen, c'est celui qui a remporté un Grand Prix des Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite et Qatar. Je sais pas pour le Bahreïn, mais je sais qu'il a remporté Arabie Saoudite. Ouais. Alors, c'est ça, en 2024-2025, c'est Verstappen qui les avait tous gagnés. Ouais. Il les a gagnés, même, ça a été un circuit qui lui a beaucoup souri dans les dernières années, en fait. Et même, bon, avec surtout 2023, cette saison complètement dominante avec sa Red Bull. Donc, il a gagné tout ce qui lui passait. Bon, c'est sûr que cette année, ça va moins bien. Et bon, le fait qu'il se concentre aussi sur les courses de GT3, ben, ça va lui permettre de voir s'il a envie de quitter la Formule 1, il a déjà une porte d'avenue. D'ailleurs, je vais faire une plug. Justement, j'ai parlé du cas de Max Verstappen et toute la situation qui s'est retrouvée au Grand Prix du Japon sur mon compte Substack, donc lebulletingp.substack.com. Ça s'appelle le Max Verstappen Experience. Mais je veux revenir aussi dans l'aspect géopolitique parce que c'est évidemment pas la première fois que la Formule 1 se retrouve prise dans des situations géopolitiques. J'ai trouvé quelques exemples et d'ailleurs, on parlait de Bahreïn, c'est pas la première fois que le Grand Prix est annulé. En 2011, avec le mouvement du printemps arabe, ça a été le Grand Prix qui devait être la première course de la saison, a été annulé justement avec ce mouvement et est revenu en 2012. Puis personnellement, je pense que ce Grand Prix n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais bon, ça, c'était dans le temps de Bernie Ecclestone qui priorisait l'argent et le sport plutôt que tout l'aspect social, humain, en fait. Donc, c'était la Formule 1 avant tout, fuck le reste. 2014... durant la... Oui, vas-y. J'allais dire, moi, je me souviens, moi, de la pandémie au Vietnam. Je me souviens. C'était le début du Vietnam dans la F1. C'était supposé, bon, il y a eu l'annulation à cause de la COVID, mais le Grand Prix n'a jamais eu lieu parce que il y a eu des membres du comité organisateur du Grand Prix de Vietnam qui ont été arrêtés pour des cas de corruption. Cool! Surprise, surprise. Eh ouais. Fait que depuis, on n'a jamais revu le Grand Prix du Vietnam, puis je ne pense pas que le Grand Prix aura lieu. D'ailleurs, les installations sont encore là et ça fait un bel éléphant blanc comme un certain stade à Montréal. Au moins, il est en reconstruction. Mais aussi, il y a eu le Grand Prix de... on parlait d'Azerbaïdjan. Il y a 10 ans, lorsqu'il y a eu le Grand Prix, lorsque c'était le Grand Prix d'Europe, l'organisation Sports for Rights avait demandé à, justement, M. Ecclestone de prendre position sur la détention de journalistes, d'opposants politiques aussi. En plus que l'année d'avant, Azerbaïdjan avait accueilli les Jeux européens. Donc, c'était un exemple. La tenue d'une course de Formule 1 en Azerbaïdjan était déjà un cas de sports washing. 2014, le Grand Prix de Russie, bon, certes, a été signé en 2010, mais pas avant 2014, la première course. Puis pendant les Olympiques à Sochi,
il y a eu les manifestations et les débuts des attaques en Crimée. Et 8 ans plus tard, le Grand Prix est annulé à cause de l'invasion en Ukraine. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite, en fin 2020, on confirmait la présence du Grand Prix d'Arabie Saoudite pour 2021. Et entre-temps, Aramco, qui est devenu en début d'année de 2020 un commanditaire officiel de la Formule 1, puis on voit beaucoup cette marque qui appartient au programme d'investissement, au fonds d'investissement, d'Arabie Saoudite, et qui commandite aussi Aston Martin en Formule 1. Et même en 2022, il y a eu ce missile, l'attaque d'un dépôt d'essence Aramco à une dizaine de kilomètres du circuit de Jeddah, qui a été réclamé par des rebelles outils du Yémen aussi. Et ça crée un shit show, justement, à savoir est-ce qu'on annule le Grand Prix. Et finalement, la course a eu lieu, mais il y avait même eu des menaces comme quoi les pilotes allaient rester en Arabie Saoudite s'ils refusaient pour une question de visa aussi. En 1985, le Grand Prix d'Afrique du Sud, il y a eu des équipes qui ont boycotté le Grand Prix en raison de l'apartheid. Et l'année suivante, le Grand Prix a été annulé justement. Ils ne sont pas revenus avant 92 lorsque l'apartheid là-bas était terminé. Et toujours parlant de l'Afrique, le Rwanda, parce que depuis 93, la Formule 1 n'est jamais allée en Afrique pour un Grand Prix, et il semble que le Rwanda soit en pole position pour accueillir un Grand Prix de Formule 1, mais il y a cette guerre avec le mouvement M23 et la République démocratique du Congo. Qui, je sais pas si elle a encore lieu, mais qui a fait rage. Donc, c'est ça, c'est vraiment, vraiment un sport qui, même s'il est excitant, se retrouve très souvent pris dans des situations géopolitiques. C'est fascinant, tout ça. Moi, j'avais seulement en tête le cas du Vietnam durant la COVID. Je me souvenais pas du cas de la Russie, en effet, là, à cause de la guerre en Ukraine. Le Grand Prix en Russie, c'était à Sochi, c'est ça? Ouais. Écoute, quand on voit Sochi sur une carte, c'est très loin de l'Ukraine. Ouais. De mémoire, là, pendant les Jeux olympiques, Sochi, c'est sur la mer Caspienne, hein? Je me souviens bien, attends. Ah non, c'est pas si loin que ça de l'Ukraine. Ouais. OK. Alors écoute, si Sochi a été annulé, là, je vois pas pourquoi l'Azerbaïdjan resterait sur la carte. Sur le calendrier. Je pense que ça va être une évidence. Et malheureusement, à part quelques snooze fest, ça a été un Grand Prix qui a marqué les esprits. Daniel Ricciardo a gagné le tout premier Grand Prix d'Azerbaïdjan sous son appellation en 2017. Lance Stroll a obtenu son premier podium en plus cette année-là. Ça a été un Grand Prix où il y a eu qui est marqué pour ses accidents et toutes sortes aussi, mais de manière sociopolitique, c'est un Grand Prix qui a vraiment... c'est un Grand Prix qui a été utilisé pour du sports washing, tout comme justement en 2015, la tenue des Jeux européens. Donc, on se disait, l'Azerbaïdjan, c'est pas en Europe, mais je pense qu'ils sont entrés dans l'Union européenne à un moment donné. Ouais. Donc, ils ont essayé de profiter du pouvoir. Fait la Formule 1, qu'on le veuille ou non, c'est un sport magnifique, mais malheureusement, quand l'argent règne, c'est surtout ceux qui sont vraiment dans les... qui ont vraiment des droits... où on questionne les droits humains le plus souvent. Puis même les États-Unis ne font pas effet parce que, tu vois, en IndyCar, cette année, ils vont rouler à Washington
et la course a été approuvée via un ordre exécutif de Donald Trump. Très intéressant, je l'ignorais ça. Donc, il a fait passer un ordre exécutif pour approuver cette course-là. Exactement. Intéressant. Puis, Roger Penske, qui est non seulement l'homme derrière Tim Penske, qui a été en Formule 1 entre autres, mais qui a gagné partout où elle est passée, gère aussi la série, les 500 000 d'Indianapolis, mais là a décidé, parce que on a besoin un peu d'aller chercher du monde dans le nord-est des États-Unis, on va dire, on va aller à Washington, puis on va demander l'aide de mon cher ami, le président Trump, pour signer un ordre exécutif. Très intéressant. Moi, écoute, mon cher, tant qu'il garde le Grand Prix du Brésil, moi, je trouve que c'est celui qui est le plus excitant année après année. Oui. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles celle de... C'était-tu 2025 ou 2023 ou 2024? Celle avec... quand Verstappen avait commencé 17e. Oui, 2024. Oh, c'était magnifique. La plus belle course que j'ai jamais vue de ma vie. Alors moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe au Brésil, mais ça a donné certains des meilleurs moments dans l'histoire de la F1. Tant qu'il garde ce Grand Prix-là, moi, je suis correct. Ouais, je l'espère. Puis en plus, fun fact Bolsonaro avait comme idée de déménager le Grand Prix du Brésil à Rio de Janeiro. Parce qu'il est à Sao Paulo présentement. Exactement. Puis lui, il voulait le déménager à Rio. Et construire un circuit sur une zone qui était carrément réservée. On ne devait pas raser les arbres. Finalement, le projet n'a jamais eu lieu, Dieu merci. Parce que sinon, ça aurait créé un énorme tollé de juste déplacer le Grand Prix du Brésil de Sao Paulo à Rio de Janeiro. Je présume. De toute façon, la piste à Sao Paulo... En tout cas, elle a donné le droit à un des meilleurs spectacles qu'on a vus. Ouais. Ça serait une erreur de déplacer ça là-bas. Ouais, non, ce Grand Prix, en plus, pour plusieurs, dont moi, c'est le meilleur endroit pour terminer une saison de Formule 1 en plus. Ah oui, 100%. 100%. Ouais. Oui. Ouais. Je veux dire, le parcours. Toi, est-ce que tu as une piste qui est préférée pour toi, qui donne lieu aux meilleures courses? Évidemment, le circuit Gilles Villeneuve, mais le circuit des Amériques à Austin, un magnifique circuit qui s'est inspiré en fait de certains virages de circuit. Par exemple, la section Maggots Beckett Chapel de Silverstone. Évidemment, le premier virage en montée qui est exceptionnel et le virage double droite, double triple droite, qui est une version inversée du virage 8 à Istanbul, qui est magnifique. C'est un des grands prix que je veux aller voir, mais évidemment, dans le contexte actuel aux États-Unis, c'est non. J'y vais pas. Donc, j'attends que Donald Trump soit parti pour y aller. Je te comprends. C'est sûr que il est reconnu, le circuit des Amériques à Austin. Mais il y a quelque chose avec Gilles Villeneuve. Oui. C'est vraiment les longues accélérations qui se résultent en freinage sec avec des tournants qui sont brutaux. Oui. Ça aussi, là, comme pour certaines écuries, ça donne... Surtout quand tu as des meilleurs coureurs qui sont dans le top 5 au niveau du départ. Mm-hmm. Ça donne droit à quelque chose de spectaculaire, à mon avis. Et oui, puis en plus, c'est un Grand Prix, évidemment avec l'histoire, on a eu droit à des moments inoubliables. Je pense entre autres à 2011, la plus longue course ever. Button. Oui. Oui, je me rappelle. Ça, c'était une course. Ça, c'était un Grand Prix qui restera ancré dans la mémoire de tous, de pas mal tous. 2008, la rédemption de Robert Kubica, un an après son terrible accident où il gagne le Grand Prix, gracieuseté de la bulle au cerveau de Lewis Hamilton dans la ligne des puits.
Ça, c'était Ça, je m'en souviens pas. Ça, je m'en souviens pas. Ouais, parce qu'en fait, lorsqu'il y a eu la voiture de sécurité, à un moment donné, la ligne des puits était... en fait, la ligne des puits était ouverte pour les ravitaillements, mais il fallait attendre le feu vert pour repartir. Et Hamilton a juste embouti l'arrière de Kimi Räikkönen. Il s'est pris une pénalité de 10 places pour le prochain Grand Prix. Alors, en plus, Hamilton et Räikkönen menaient. Ça a ouvert la porte à Robert Kubica, qui a remporté la seule et unique victoire en Formule 1 de sa carrière. C'est pas un nom qui a gagné souvent, en effet. Exact. Donc, et en plus, ça lui a permis de se retrouver dans la course au titre jusqu'à ce que BMW décide de juste passer à la saison prochaine et genre... OK, regarde, on s'attend pas à se retrouver là, mais on va se concentrer sur 2009. Ils se sont plantés, autant pour le reste de 2008 et 2009, mais Kubica a au moins eu la chance d'être le seul et unique Polonais à remporter un Grand Prix de Formule 1. À cette époque-là, Lewis Hamilton était avec McLaren, si je me souviens bien. Exactement. Ouais, OK, je m'en souviens. Ouais. Donc, parce que quand t'as mentionné Kimi Räikkönen, c'est là que... Parce qu'on se rappelle de la rivalité entre les deux, mais c'est là que je me suis rappelé comme quoi Hamilton était avec McLaren à l'époque. Exact. Puis surtout, évidemment, la première victoire de Gilles Villeneuve en 78. 95 aussi. Bon, moi, j'avais 2 ans, je connaissais même pas la Formule 1, là, mais Jean Alesi qui gagne sa seule et unique victoire en Formule 1 dans une Ferrari avec la voiture numéro 27. Le jour de son anniversaire en plus, c'était une... et avec les... Bon, évidemment, c'est encore dangereux, mais les fans qui ont envahi le circuit après la victoire, alors que la course n'était même pas terminée, c'est resté ancré dans la mémoire. Ça, c'est des souvenirs que seul un vrai fan comme toi va se souvenir. Il y en a qui restent dans mon esprit, ça c'est sûr et certain. Mm-hmm. On avait parlé tantôt là du Grand Prix du Brésil en 2024, mais tu te rappelles de celle de 2012 parce que tantôt tu as mentionné Jenson Button au Brésil. Oui. Avec Jenson Button également là. Ah oui. Interlagos. Puis moi, et en plus, avec Sébastien Vettel qui gagne le titre, qui a dû travailler fort après un accrochage pour aller chercher les points suffisants pour remporter le titre, au grand désarroi de Fernando Alonso qui avait fait une saison vraiment remarquable. Mais s'il y en avait un personnellement qui aurait dû gagner ce Grand Prix, c'est Nico Hülkenberg. Ça m'a fait mal. Quand il s'est accroché avec Lewis Hamilton, là, et même la pénalité qui lui a été imposée, je pense qu'elle était un peu sévère, mais je pense que son premier podium n'aurait pas dû être l'année dernière, ça aurait dû être ce Grand Prix du Brésil 2012. Mais Vettel, il n'avait pas fini la course au Brésil. Il avait fini. Il y avait eu un accrochage avec le fils d'Ayrton Senna. Ouais, exact. Dans le premier tour, puis ensuite, il a dû... dépasser plusieurs pilotes avec une voiture endommagée. Okay. Évidemment, il y a eu l'aide de Michael Schumacher pour qui c'était sa dernière course. Il a laissé passer et puis il y a eu un accident dans le dernier vers le dernier tour qui a fait en sorte que la course est terminée là puis Vettel a été sacré champion. Fait que Jenson Button nous a donné deux belles courses. On a parlé de 2011 à Montréal. Ouais. Là, on parle de l'année d'après au Brésil. C'est un nom qui revient, hein? Ouais, puis même 2006 en Hongrie, sa première victoire qui était sous la pluie en plus, alors que Michael Schumacher en avait arraché. Fernando Alonso s'est fait avoir en plus avec un arrêt au puits botché. Fait que, Jenson Button a été dans des Grands Prix spectaculaires. Spectaculaires, vraiment parmi les meilleures courses de l'histoire. Oh my God, on a parlé d'Abu Dhabi tantôt. Oui. Après la pandémie, Hamilton puis Verstappen. Oh boy! Ça, c'est un Grand Prix qui, encore aujourd'hui, j'évite parce que ça a tellement... mon père qui a regardé la Formule 1 depuis 50 ans à peu près, après, parce que lui, ça a été un fan de Lewis Hamilton,
Il a arrêté de regarder la Formule 1 après cette course, gracieuseté de Michael Massey. Donc, ici, il y a une chose que Toto Wolff et mon père ont en commun, c'est la haine envers Michael Massey. Mais étonnamment, il a recommencé à regarder de la Formule 1 en direct lors du Grand Prix du Japon. OK. Cette année? Ouais, exactement. Ah, eh bien, ça y est, c'est réconcilié avec le sport? En quelque sorte. Ben, écoute, cette course-là était... je veux dire, ils étaient à égalité, là, dans la dernière course. C'est complètement fou, cette course-là. Oh complètement non. fou. Ouais. Puis cette course-là, ben, encore aujourd'hui, j'évite d'en parler parce que c'est encore à couteau tiré entre les fans de Max Verstappen et de Lewis Hamilton, même 5 ans plus tard. Et ouais. Parce qu'il a coupé le coin? Tourné en 6? Il y a eu ça, mais aussi l'accident de Nicolas Latifi qui a entraîné la voiture de sécurité. Max Verstappen qui en a profité pour s'arrêter au puits et qui a carrément fourré Lewis Hamilton, en fait, était fourré dans les deux sens du terme. Il fallait qu'il y ait un drapeau rouge ou que la course se termine derrière la voiture de sécurité pour qu'il soit sacré champion. Mais il y a eu un dernier tour et quelques voitures qui étaient à un tour de retard qui ont pu dépasser. Et ça a permis d'avoir Hamilton, Verstappen pour un dernier tour, pour le titre, en fait. Et t'as vu la différence, justement, tu parlais de l'accident de Latifi. C'est là que Verstappen est allé mettre ses pneus mous. Et puis Hamilton est resté avec ses pneus durs. Puis on a vu la différence, là. Exactement. Dans le restant de la course. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que Lewis Hamilton, il était à ça d'être sacré champion du monde pour la 8e fois. Mais au moins, ça nous a permis de voir Max Verstappen obtenir le premier de ses 4 titres. Ouais. Est-ce que tu étais jeune, toi, quand tu Schumacher-Villeneuve à Montréal? Oui. Est-ce que c'était à Montréal? Ben, c'était à Jerez en 97. Non, c'est ça. Mais je me souviens exactement que j'avais pas regardé la course en direct, mais je l'avais regardé sur Radio-Canada en rediffusion. Et vraiment, c'était un moment historique. Et vraiment, Michael Schumacher qui avait décidé de refaire la même connerie qu'il avait faite avec Damon Hill. Bon, ça, c'est encore à décider, mais 97, c'était là. Celle-là, c'était clair. Il voulait vraiment sortir Villeneuve. Ah oui, 100%. C'était juste Même au ralenti, tu voyais le coup de volant. Oh oui, ça, c'est sûr et certain. Alors, on voyait c'était quoi ses intentions-là. Mais c'est un... je veux dire, c'est un gars qui refuse de perdre. Il faut au moins lui donner ça. Je veux dire, il va gagner de toutes les façons. Il me rappelle un petit peu Verstappen dans sa manière, dans son agressivité, dans son... Ouais. Alors, exactement. Fascinant. Malik, avant de se quitter, ben écoute, peut-être pour ceux et celles qui ne nous écoutent pas, moi je porte un chandail du Sénégal. Et je pense que tu as des origines marocaines. Oui. Donc, on est un peu bien placé. Puis, tu sais, au bulletin GP, c'est un peu ma marque de commerce. J'aime beaucoup faire des références soccer. OK. Et j'avais hésité entre porter le chandail du Sénégal et celui de Liverpool. Je pense que je suis allé avec le chandail du Sénégal parce que Julien t'en a parlé à quel point de mon amour de Liverpool, même si la chenoute est prise en ce moment. Depuis Sadio Mané ou toujours? Ah, depuis un bon 20 ans, en fait. Donc, Puis le fait que Sadio Mané aussi était là, ça a amplifié. Quoique je pleure encore son départ et celui éventuellement de Mohamed Salah. Mm-hmm. Mais, on parlait d'Abu Dhabi, mais la finale de la Coupe d'Afrique des Nations du 18 janvier, ça a été un shit show de toutes les manières. Un événement traumatique. On dirait que j'ai de la difficulté à... intentionnellement, j'essaie de rester à l'écart de ce qui se passe. C'est vraiment mon père qui me renseigne en diagonale. Moi, pour moi, dès le moment où c'est arrivé, tous ces événements-là, je savais que peu importe ce qui allait arriver, ça ne sera pas
ça va toujours être un événement qui va être difficile d'en parler sans faire preuve de biais. Je veux dire, nous sommes tous humains. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. C'est ma patrie, c'est mon cœur. Autant que j'étais fier de la présentation de cette Coupe du Monde-là, du début à la fin, la qualité des infrastructures, du terrain, la qualité des matchs. Oui. Autant que cette finale-là, on dirait qu'elle est venue tout gâcher, et pour plusieurs raisons. J'aurais aimé ça que le Maroc remporte la victoire de manière normale, en temps réglementaire. Et les deux équipes, je veux dire, autant que le Sénégal a dominé la première mi-temps, autant que le Maroc a eu ses occasions en deuxième mi-temps. On est passé près. Je repense entre autres à une frappe de Saibari et une tête manquée là, de Hagerd. C'est une question de millimètres. Alors, le Maroc avait également ces occasions-là, mais considérant que c'était définitivement les deux plus grandes équipes de la CAN, j'aurais aimé savoir un dénouement différent. Et je pense que les émotions étaient au paroxysme lorsqu'elle est arrivée. Et je peux comprendre la réaction des Sénégalais lorsqu'on se fait refuser un but, parce que c'était un but. Right? La seule raison pour laquelle le but n'a pas été donné, c'est parce que l'arbitre a sifflé trop rapidement la faute, faisant en sorte que l'utilisation du VAR était impossible. Et lorsqu'on se fait refuser un but, et tout de suite après, il y a une pénalité contre ton camp, même si le pénalité, à mon avis, c'est un pénalité, dans les circonstances, je savais que ça allait être la pilule allait être difficile à avaler. Alors, voilà. Exact. Puis moi, de mon côté, je te dirais, je suis content que le Sénégal ait gagné sur le terrain, mais j'ai pas apprécié le fait qu'ils aient quitté le terrain. Parce que pour moi, si l'arbitre, et je le dis, bon, au moins, on va donner à Michael Massey à Abu Dhabi, il a, en quelque sorte, voulu respecter les règles et la volonté, mais l'arbitre de ce match aurait dû appliquer le cas du forfait. Comme ça, on n'a pas à attendre 57 jours en temps supplémentaire pour octroyer la victoire au Maroc. Et là, on doit encore attendre au tribunal arbitral du sport pour voir si c'est valide ou pas. Ah non, le fait que ça soit déterminé par un tribunal d'appel à Lausanne, je veux dire, ça a aucune valeur pour moi. Je suis un homme fier. Je viens d'un pays fier. Et cette façon-là de gagner la CAN, c'est vraiment pas la bonne. Malheureusement, là, dans les circonstances, il y a juste aucune façon d'accepter comme il faut le résultat de ce match-là. Parce que, comme tu dis, même par forfait, admettons là, que l'arbitre aurait déclaré forfait sur l'instant même, c'est pas une façon que tu veux remporter un match. Je pense que la seule chose qui aurait été fair, ça aurait été de sanctionner les joueurs sénégalais lorsqu'ils sont revenus sur le terrain. Ça aurait fait une différence. Tu aurais pu donner 2 cartons jaunes, 2 avertissements additionnels à 2 joueurs sénégalais qui avaient déjà un carton jaune. Ça aurait fait un carton rouge. Et là, à ce moment-là, tu aurais continué en temps réglementaire à 11 contre 9. Ça aurait été une façon de régler ça. Mais là, on peut plus retourner en arrière. Et, my God, quelle catastrophe. Des fois, j'ai juste le goût de tout annuler puis de dire, sais-tu quoi? Maroc-Sénégal, dans un lieu, je veux dire, neutre. Et puis, on rejoue ce match-là, c'est tout. Voilà, moi, je pense que ce serait bien comme ça. Il y a pas de bêtises. Le gagnant est le gagnant, puis merci, bonsoir. Mais bon. La CAF, la CAF, je vais éviter de dire ça, mais c'est une bande de clowns. Voilà. Il y a encore beaucoup à apprendre. La qualité de l'arbitrage laisse à désirer. Ça, c'est connu depuis fort longtemps. La qualité des arbitres durant cette compétition-là n'est pas la même que celle dans les tournois majeurs en Europe, que celle dans les tournois mondiaux. Alors ça, de ce côté-là, il y a énormément de formation à faire. Un autre arbitre, tu t'aurais mis un Pierluigi Collina durant ce match-là, ça serait pas passé comme ça. Exact. Tu comprends?
Il n'aurait pas laissé les joueurs quitter le terrain de 1, de 2. Il n'aurait pas repris le jeu pendant qu'il y avait des émeutes dans le stade. Je veux dire, ça aurait été complètement différent. Et puis 3, il n'aurait pas sifflé ce but-là pour le Sénégal. Ouais. Mais bon, on peut pas... shoulda, woulda, coulda, comme on dit en anglais. Exactement. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui est ça, comme on dit. Donc, la pilule a été avalée un peu de travers, mais c'est ça qui est ça. Donc, voilà, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP, un peu spécial, dans un aspect un peu plus géopolitique, extra-Formule 1, évidemment. Malik, on peut te suivre sur TikTok? Vous pouvez me suivre sur TikTok. J'ai également démarré mon entreprise média. Je vais y aller également de capsules qui vont être beaucoup plus informatives. Vous avez vu de toute façon, ma force, c'est pas parler de Formule 1 à proprement parler, ni de sport en général, mais c'est vraiment de parler de politique, géopolitique, d'économie. Et vous pouvez me suivre sur TikTok, Malik Shabazz, ou sur Patreon prochainement. C'est Subversion Lab. Alors, on va vraiment faire du contenu là, pour tenir les gens au courant de ce qui se passe à travers le monde. Et puis, j'ai gagné une certaine notoriété sur TikTok, entre autres, à travers certaines prédictions sur la guerre tarifaire, sur la guerre en Iran, entre autres, sur l'issue des élections au Canada. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai fait ma notoriété. Excellent. Et d'ailleurs, je mettrai les liens sur la page Facebook, Instagram, Threads et Blue Sky du Bulletin GP, ainsi que sur la page de l'épisode que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Podcasts et même YouTube. Donc, si jamais vous voulez écouter cet épisode, ainsi que les anciens du Bulletin GP, on est là. Le prochain épisode risque d'être, tout dépendamment de l'actualité de la Formule 1, mais sinon, ça va être l'après-course du Grand Prix de Miami. Espérons qu'il soit bien meilleur que les dernières années. Puis, en plus, j'ai déjà un texte écrit sur Max Verstappen et le cas contre le journaliste et ses envies de quitter. J'en ai 2 autres que je veux écrire, un sur Alpine et un sur l'aspect de nostalgie. Donc, c'est lebulletingp.substack.com. Évidemment, Julien Légaré-Turcotte, malheureusement, n'était pas là, mais vous pouvez discuter avec lui sur le groupe Facebook La Monoplace. Donc, Malik, un énorme merci de ta présence. Ça m'a fait grand plaisir, Abdou. Puis, l'an prochain, n'hésite pas à me réinviter là, si on est encore au milieu de cette guerre-là, puis s'il y a quelque chose à apporter au niveau des courses. Ça va toujours me faire plaisir de venir ici. Ça me fait plaisir, puis ça peut même être même durant l'année même, si jamais il y a potentiellement 3 Grands Prix qui risquent de sauter d'ici là. Évidemment, Azerbaïdjan, Qatar et Abu Dhabi, si la guerre perdure. Donc, évidemment, ce sont des situations qui vont changer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, surveillez l'actualité, autant générale que dans le monde de la Formule 1, parce qu'il peut y toujours avoir du changement. Donc, sur ce, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. On se retrouve pour un prochain épisode. Faites attention à vous, portez-vous bien et d'ici là, profitez du mois sans F1. Salut tout le monde! Salut Abdou.